sur la première question. Je pense que donc, vous faisiez référence à la garantie jeunesse et que donc vous étiez peut-être directeur. J'ai plus les chiffres en tête, mais la garantie jeunesse, c'est vraiment un tout petit fonds qui a été... 75. Oui, qui a été un petit fonds qui a été mis en place par l'Union européenne et qui a été débloqué à un moment effectivement de crise de l'emploi des jeunes. Ce fonds, il n'est pas pérenne et il a vocation à, pour le moment, en tout cas en l'état actuel des négociations sur la prochaine planification budgétaire européenne, il a vocation à mourir d'ici 2020. On bataille pour en tout cas. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Ensuite, c'est quand même plus ou moins une goutte d'eau dans un océan. Et l'autre aspect, c'est qu'en parallèle de cette garantie jeunesse, c'est la promotion de la mobilité. Donc dans le mot, ça paraît assez chouette, mais quand on voit la situation notamment en Espagne et au Portugal, c'est donc plutôt qu'une invitation à la mobilité, une invitation à l'exil économique forcé pour quand même des centaines et des centaines de jeunes. Donc il y a la question plus globale de l'emploi qu'on offre, des opportunités d'emploi qu'on offre aux pays dans leurs propres États membres, quoi. Est-ce que vous voulez les chiffres en Isère? Ne serait-ce qu'en Isère, je l'ai 270 jeunes entre 16 et 25 ans dans la rue. D'accord? Ça vous donne les chiffres? Mais ça, je suis d'accord. Des mesures pour eux. Et encore, j'ai les moyens. 800 € par mois, et là, des mesures. Voilà. Mais dans le cadre du programme de la France Insoumise, on offre justement à tous les jeunes une allocation d'autonomie. Ça, c'est un des premiers éléments. Et cet argent de la garantie jeunesse, il existe parce qu'il y a une contribution des États en ce sens. Donc à un moment, il faudra aussi demander à ce que ce soit pas simplement... On n'est pas, je pense que les jeunes aujourd'hui n'ont pas besoin de charité, ils ont besoin d'opportunités d'emploi. Donc, de là, justement, je suis désolé, je vais vous répondre en direct. De là, l'abstention maintenant, ici, ne serait-ce qu'en Isère, des contrats de réinsertion qui ont totalement disparu de nos contrats sociaux. Nous n'avons plus le droit de faire des contrats de réinsertion. On a eu un truc qui s'appelait Alternative à la Manche, qui est vraiment sporadique et vraiment ponctuel. Donc je suis désolé, nous n'avons pas la réponse à vos questions. Je pense que là, ce n'est pas une question tant européenne que plutôt du programme national de la France Insoumise qui a un grand plan d'investissement de 100 milliards, et dans ces 100 milliards, je ne sais plus, mais il y a une part à peu près de 20% qu'on s'arrête. Non, vous attendez. Attends, laisse terminer. Non, attends. C'est chacun son tour. Je suis désolé, je suis pas content. Oui. Il est insoumis, c'est très bien. Je suis insoumis aussi, voilà, je suis pas content, j'ai le droit de dire que je suis pas content. Tout à fait, vous avez le droit, mais c'est juste pour clarifier qu'il y a une question européenne, effectivement, de la garantie jeunesse, mais cette garantie jeunesse, elle est financée aussi par la France, et donc la France, à ce titre, doit garantir des emplois, pas simplement faire de la charité aux jeunes. Et je crois que le programme de la France Insoumise sur ce point, il est quand même assez cohérent sur l'allocation d'autonomie. Je vais passer maintenant au point suivant, qui était une autre question, qui était sur la question des paradis fiscaux. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné mais c'est une des priorités en Europe. D'ailleurs, je veux bien reconnaître un certain mérite à l'Union européenne qui essaye, depuis les affaires Juncker, depuis les révélations par LuxLeaks, qui essaye de mettre en place des réglementations plus importantes sur les paradis fiscaux. Et effectivement, j'ai plus non plus le chiffre là sous les yeux, mais je crois que la fraude fiscale et l'évasion fiscale en Europe, oui voilà, c'est ça, la fraude fiscale et l'évasion, au total c'est 60 millions d'euros, soit l'équivalent du déficit de la France. Donc on voit bien effectivement que c'est vraiment le nerf de la guerre. Milliards. Au niveau des chiffres de la Commission européenne, c'est 1000 milliards d'euros par an. Sur le total. Sur les chiffres de la Commission européenne. Et au niveau de la France, c'est 80 milliards d'euros par an. Donc moi j'avais 60 milliards. C'est pour Sur les 60 80 et 80. milliards, ils ont été confirmés par l'anglais, dont on connaît ses compétences économiques. Mais non, pour raison simple, c'est que la première intervention télévisée de Benoît Hamon s'est laissé emporter et a parlé de 160 milliards d'euros par an pour l'évasion fiscale. Correction du maître l'anglais, 80.
Vous considérez que 80 c'est juste. C'est vrai qu'on est en pleine fourchette, ouais. Du coup, si c'est J'insiste beaucoup sur ce point. Je crois qu'on insiste là-dessus. Parce que beaucoup de questions qui nous sont posées sont comment vous allez payer et faire tout ça. Mais il y a du pognon. Il y en a même énormément. Mais après, on va lui laisser répondre. Désolé. Non, non, mais pas du tout. Pas de problème. Du coup, peut-être pour la prochaine salle de questions, on peut peut-être faire tourner les micros plus longtemps. Effectivement, puis en plus en France, il y a aussi la question des niches fiscales aussi, dans la journée chiffrage du programme France Insoumise qui a été évalué aussi sur toute la part des niches fiscales. Est-ce que ça représentait, par exemple, rien que pour la question de la sécurité sociale? Donc ça, c'est une question d'une dame tout là-bas au fond. Après, avec une question sur le potentiel et la crédibilité du plan A et les menaces extérieures à l'Union européenne. C'est tellement vaste, j'ai un peu du mal à répondre. Mais les chances que le plan A marche, au vu de la description qu'on en a faite au tout début, à savoir tous les problèmes qu'on a cités et les différences de résultats, je pense que ce qui est... les négociations se passent bien. Oui, je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre dans la température ambiante européenne, c'est qu'il y a une vraie inquiétude que peu importe que ce soit la droite européenne ou nous, d'un chaos, d'un choc et d'un chaos. Le pire qui puisse arriver, c'est effectivement que ce soit complètement désordonné. Nous, ce qu'on propose, c'est un plan A, dans le cadre du plan A comme dans le cadre du plan B, de préparer à toute éventualité. Donc la question du plan A par rapport à ce que vous disiez, effectivement, c'est qu'il faut se rappeler quand même que la France ne s'est jamais donné les moyens, en tout cas au moins depuis les mandats Sarkozy et Hollande, d'apporter une autre voie en Europe. C'est-à-dire qu'avec le renoncement de François Hollande dès le départ sur le TSCG, on n'a même pas créé un rapport de force vis-à-vis de l'Allemagne, que même ses propres partenaires potentiels européens, je pense notamment à Matteo Renzi à l'époque en Italie, il n'est même pas allé voir, et que dans la question de la crise grecque, il a éventuellement levé un petit doigt en toute fin de crise, et maintenant on voit bien que le problème en plus n'est pas du tout résolu, et que la prochaine réunion de l'Eurogroupe le mois prochain va encore rediscuter de la question du rééchelonnement de la dette et d'un éventuel mémorandum pour la Grèce, encore une fois. Donc on voit bien qu'il y a une responsabilité de la France qui est criante, et là encore une fois, c'est un aspect qui n'est pas du tout... c'est pas une question de latéralisation du champ politique, hein, si vous regardez les observateurs européens qui regardent la France et qui attendent de la France à ce qu'elle offre une autre perspective européenne. Il y avait une autre question. On est d'accord qu'il y a de grandes chances du coup pour que le plan A nous mène assez vite au plan B. Non, objectivement, je pense que moi personnellement, je suis assez convaincue que ça peut marcher le plan A. Mais voilà, il faut. Ce que je pense par ailleurs, si vous voulez, il ne faut pas se retrouver encore une fois dans un cas grec, même si, comme il a été dit par la personne après vous, je ne suis pas en train de faire de la France la panacée de toutes les solutions en Europe, mais il ne faut pas se retrouver dans un cas comme la Grèce qui n'avait pas de plan B. C'est-à-dire que Tsipras s'est retrouvé dans une situation de négociation avec les partenaires européens et a fortiori avec l'Allemagne et Schäuble, avec un pistolet sur la tempe, tant qu'il n'était pas prêt à d'autres solutions. Et d'ailleurs, des solutions qui ont été posées sur la table à un moment par Varoufakis, ce qui lui a coûté relativement cher. Mais il proposait effectivement une alternative avec des monnaies, une question de monnaie locale, d'euro-drag, etc. du bout des doigts, mais il a posé en tout cas clairement la question de l'euro dans l'Union européenne, et ce qu'il continue encore d'ailleurs à faire activement à travers l'Europe. Et il y avait la dernière question, pourquoi on ne dit pas franchement qu'on veut la sortie de l'Union européenne? Parce qu'en fait, le choix n'appartient pas à la France insoumise, et il appartiendra au peuple français qui tranchera par référendum. Je pense que c'est sur ça. Il n'y a pas de tabou, si vous voulez, sur cette question-là. Mais ce n'est pas une question a priori. Nous, notre nécessité, c'est de pouvoir appliquer notre programme et de lancer une dynamique en Europe, mais aussi au-delà des frontières européennes, de progrès humain. Si on va à la confrontation et que l'Union européenne
n'est pas prête à nous laisser appliquer ces mesures, alors on sera prêt à aller jusqu'au bout. Sur la place des institutions, effectivement, c'est une question intéressante. Il y a la question du... Je vais la prendre par l'axe actuel proposé par Benoît Hamon. Je pense que la question d'un parlement de la zone euro pose deux problèmes. Le premier, c'est effectivement un parlement de la... C'est sa proposition. Hein, donc c'est en plus du Parlement européen. C'est-à-dire qu'on aurait le Parlement européen et le Parlement de la zone euro. Maintenant, les traités sont très clairs sur le sujet, c'est que l'objectif de tout État membre à terme est d'avoir l'euro. C'est partie des premiers articles des traités européens. Ensuite, vous avez le semestre européen, vous avez tout un cadre d'observation des politiques budgétaires qui fait que vous soyez dans la zone euro ou non, vous êtes contraint à un mécanisme de surveillance à peu près similaire, plus contraignant et plus, avec plus de sanctions effectivement pour les États de la zone euro. Mais donc du coup, ce serait quand même assez étrange d'organiser un parlement de la zone euro avec seulement les États de la zone euro qui, eux, auraient une manne législative, parce que la grande différence avec le Parlement européen, c'est qu'il n'a pas l'initiative législative. Le Parlement européen, nous amendons des textes proposés par des directives, des législations, des règlements proposés par la Commission européenne. Alors que le Parlement de la zone euro qui propose là, donc eux auraient effectivement droit de faire législation et d'imposer, donc pas seulement à ceux de la zone euro, mais d'imposer par un effet d'entraînement aux 28 ou aux 27, dans le futur proche. Donc il y a un aspect assez discriminatoire d'un leadership interne à la zone euro. Donc ça c'est le premier aspect, et l'autre aspect c'est effectivement démocratique. Peut-être qu'avant de se soucier d'un parlement de la zone euro, on ferait bien se soucier d'un parlement européen qui soit efficace et qui fonctionne. Peut-être que le fait qu'il n'ait pas l'initiative législative, c'est un problème. Aujourd'hui, 80% des textes qui passent au Parlement européen sont ce qu'on appelle des rapports d'initiative, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun effet, ni législatif, ni d'entraînement. On en produit comme ça des centaines, c'est très bien, parfois ils sont même très très intéressants, et la Commission très bien s'y intéresser, mais elle ne le fait pas. Il n'y a même pas aucun moyen d'alerter la Commission sur un sujet manquant, de façon un peu plus contraignante. Ensuite, par exemple, il y a des initiatives citoyennes, ce qu'on appelle l'ICE, les initiatives citoyennes européennes. Même chose, vous faites toute une procédure, parce que c'est hyper complexe, hein. La première ICE qui a été montée, c'est sur la question de l'eau, bien public. Bon, elle a récolté, elle a passé toutes les fourches codines qu'il fallait, elle a récolté le nombre de pétitions de signataires nécessaires, dans tout le nombre d'États membres nécessaires. In fine, pourquoi ? Pour que la Commission européenne dise « Ah ben oui, mais j'ai eu le droit de rien en faire, de rien en faire législativement. » Donc là encore, on a même un problème de ce côté-là, parce que l'ICE, potentiellement, c'est vraiment un outil intéressant. Encore faut-il qu'il ait un impact dans les faits, par la suite, en créant une législation à la suite d'une demande de citoyens européens. Sur la question du protectionnisme écologique et social, le protectionnisme, ça veut tout et rien dire. C'est un moyen, c'est un outil de politique, et ce n'est pas une politique en soi. Donc tout dépend de ce qu'on en fait. C'est vrai que dans l'Union européenne, quand on dit le mot protectionnisme, on a l'impression qu'on est en train de dire un gros mot, mais la Chine et les États-Unis appliquent du protectionnisme, font du protectionnisme, préservent des productions locales et des savoir-faire locaux. Donc, on est aux antipodes, bon maintenant avec Trump ça va probablement changer effectivement, mais on est aux antipodes d'un protectionnisme qui serait une conception guerrière du commerce. C'est-à-dire que de facto, au contraire, le protectionnisme tel qu'on l'envisage, de facto, il oblige à une coopération internationale. Parce que c'est pas la France qui fixe tel pourcentage, ça se passe jamais comme ça se négocie avec l'État avec lequel on fait du commerce. C'est une négociation, la fixation d'un taux, effectivement, parce que c'est aussi un moyen de se prévaloir de mesures de représailles. Sur la question du 5e sommet du plan B au Portugal, effectivement, en octobre prochain, c'est pourquoi pas s'organiser effectivement pour une grosse mobilisation. C'est d'ailleurs ce qui se déroule à Rome ce week-end. Il y a au moins 2 ou 3 mobilisations larges européennes qui existent. Il y a un groupe citoyen qui a été formé qui s'appelle La Nostra Europa, notre Europe,
qui regroupe ONG, mais aussi différents partis politiques, dont le Parti de la gauche européenne qui soutient cette manifestation. Il y a aussi une autre mobilisation en parallèle qui s'appelle Stop Euro Campaign, donc qui se concentre sur la question monétaire, et une troisième sur la question migratoire, et les trois se manifestent, je ne sais plus si c'est demain ou après-demain, mais en même temps à Rome, en même temps que se déroule le sommet des dirigeants européens, pour montrer un peu un symbole alternatif. Ensuite, il y a la question de la dette publique. Effectivement, la question de lancer un grand sommet européen, une grande conférence européenne des dettes publiques, elle peut se faire dès le cadre du plan 1. Après, il y a une question plus chronologique, c'est-à-dire que évaluer précisément, lancer un audit et évaluer précisément la part dans les dettes publiques et la part exacte dans les dettes publiques qui est légitime ou non, ça prend énormément de temps. En Grèce, par exemple, avec Zoé Constantopoulou, ça a pris plusieurs années. C'est un travail assez fastidieux. Donc il faut d'abord évaluer ça avant de savoir ce qu'on fait du parti de la dette. Donc c'est plutôt sur l'aspect chronologique, et dans le plan A, plan B, il y a aussi cet aspect chronologique, c'est-à-dire qu'on ouvre d'abord les négociations, et s'il y a un échec, on a un plan B qui intervient donc plus tard dans le calendrier du quinquennat. C'était simplement par rapport à ça. Sur la question de la dette, encore une fois, juste pour terminer, il n'y a pas simplement quelle part exactement, ça c'est une question technique, quelle part à annuler ou non. Je crois que c'est assez technique. Il y a la question des marchés financiers et du fait que de ce qu'on nous demande de prêter d'une part, c'est ce qu'ils nous redonnent d'une autre. Ce que j'essaye de dire, c'est que il y avait jusque dans les années 70 ce qu'on appelle les circuits du trésor, les bons du trésor. Et donc le fait qu'on imposait à certaines institutions financières de faire des dépôts. Et donc ça, c'est une des questions qui va être soulevée dans le livret thématique qui sera consacré à la question des banques, qui va traiter plus spécifiquement de la dette, en l'occurrence française, et de la question des marchés financiers.